C'est Frédéric Ancel. Bonsoir Frédéric Ancel. Rejoignez-nous, soyez le bienvenu. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po. Si on vous reçoit, bien entendu, c'est pour avoir votre sentiment ce soir, mais c'est aussi, et on va s'y attarder quelques instants, parce que en pleine guerre d'Ukraine, vous publiez ces petites leçons de diplomatie, ruses et stratagèmes des grands de ce monde à l'usage de tous. Alors, c'est des considérations, d'une certaine manière, sur le rôle et la place de la diplomatie. Vous dites, elle n'a jamais eu autant de place dans le monde. Et c'est à chaque fois, chaque chapitre est une maxime qui est illustrée par des exemples. Et dans l'histoire, dans la géographie, du coup, on voyage, ça va de l'Arménie à Israël, en passant par la Syrie, et bien sûr la Russie et l'Ukraine. Si vous n'avez pas lu ce livre, nous l'avons lu aux éditions Autrement. Justine Fraissinet l'a lu. Voici les indispensables. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir Frédéric Ancel, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a ce constat général qui a retenu notre attention, votre attention Justine. La diplomatie, dites-vous, n'a jamais été aussi efficace. Les guerres n'ont jamais été aussi peu nombreuses dans le monde. Oui, vous dites que le choc de la guerre en Ukraine nous a plongé dans une forme de sidération, mais c'est peut-être justement parce que la guerre est de plus en plus rare. Vous le dites clairement, on assiste à une diminution quantitative des conflits. On est allé non pas vérifier, on n'aurait pas osé mettre votre parole en doute, mais plutôt illustrer ce constat. Et en effet, les 2 dernières décennies ont été les plus pacifiques qu'ait connu le monde depuis 1910, malgré le 11 septembre, malgré Daesh, malgré la guerre en Syrie et celle en Ukraine. On recense ces 3 dernières années 5 conflits armés majeurs. Et si l'on observe l'évolution des conflits armés depuis 1945, conflits interétatiques en vert, guerre civile internationalisée en jaune, effectivement la tendance est à la baisse et les guerres dites froides, qui sont ici en rouge, ont disparu depuis le milieu des années 70. C'est très intéressant parce que quand les gens vous interpellent dans la rue, ils disent on n'a jamais vécu dans un monde aussi périlleux, la guerre n'a jamais été aussi présente. Et je pense que les médias ont peut-être un rôle à jouer pour éviter toujours les effets de loupe et replacer les choses dans leur contexte, que vous faites très bien, Frédéric Ancel. Alors parmi les leçons sur la diplomatie, vous en avez retenu 2 qui sont directement liées à notre actualité, Justine. Oui, et la première, ne jamais mésestimer les autres ou comment éviter de se tromper sur l'adversaire. Vous voyez dans le fiasco de l'invasion russe l'illustration parfaite. Vous dites que Vladimir Poutine a sous-estimé au moins 3 acteurs. D'abord, le peuple ukrainien lui-même. Dans la vulgate nationaliste russe, vous expliquez, celui-ci n'a jamais existé et n'incarne qu'une part, sorte de variante édulcorée et loyalement douteuse du peuple russe. Or, vous l'affirmez, la conscience nationale ukrainienne existe bel et bien. Deuxième acteur sous-estimé selon vous, l'Europe. Vous parlez de faits sans précédent. L'Union européenne aura en effet réagi à la fois massivement via des sanctions économiques et financières lourdes, quasi unanimement, la Hongrie mise à part, et immédiatement dès les premiers jours de l'invasion. Troisième acteur sous-estimé, Sleepy Joe, Joe l'endormi selon le sobriquet qui lui est donné par Donald Trump. Biden, vous expliquez, incarne, selon l'expression consacrée, un vieux loup de mer ultra expérimenté et en l'espèce un adversaire tout à fait redoutable. Et puis peut-être un 4e acteur, surestimé cette fois par Poutine, il s'agit de la Chine. Il a cru pouvoir compter sur un soutien massif de Pékin dans son invasion ukrainienne. Or, vous rappelez que sur le temps long, la Chine a toujours observé cette attitude. Vous expliquez que d'une part, elle ne fait que très exceptionnellement la guerre au sens classique militaire du terme. Et puis d'autre part, elle ne s'allie que très rarement. Xi a bien rappelé qu'entre la Chine et la Russie prévalait une amitié éternelle et indéfectible et non une alliance. Deuxième leçon, toujours se donner le beau rôle. Et là, c'est quelque chose qu'on a esquissé parfois sur ce plateau, mais sur lequel vous vous interrogez directement. Vous dites que l'épisode de la guerre en Syrie explique sans doute, pour une part, cette guerre en Ukraine. Effectivement, vous le formulez d'une question directe. Et si la reculade américaine de 2013 sur le renoncement à des frappes contre Bachar el-Assad après l'usage d'armes chimiques avait conforté Poutine dans sa représentation d'une décadence occidentale, l'encourageant dans les années suivantes à annexer la Crimée et à investir le Donbass en 2014, puis à attaquer toute l'Ukraine en 2022.
Non seulement l'épisode syrien a été marqué par cette reculade, mais la Russie s'est effectivement donné le beau rôle dans cette guerre. Rappelons les faits. En avril 2013, le dictateur syrien utilise des gaz neurotoxiques dans les faubourgs de Damas. Tout le monde s'indigne. Moscou, à ce moment-là, fait le dos rond et évoque une machination des rebelles contre Assad. Autrement dit, l'agressé serait en fait l'agresseur. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Août 2013, deuxième utilisation de ces gaz. Obama menace, mais à quelques heures des soi-disant frappes américaines, Sergueï Lavrov dégaine un plan. Il propose de neutraliser les stocks de gaz syriens. Assad accepte immédiatement. Washington et Paris aussi, et suspendent le programme de frappe. Fin de la crise, et Moscou, effectivement, a le beau rôle. Ce dénouement marque, vous l'expliquez, un incontestable triomphe russe. Poutine démontre que même au-delà de son aire de proximité, il peut se prévaloir d'être incontournable. Merci Justine. C'est remarquable. Oui. Merci pour elle. La diplomatie, elle a un rôle à jouer à l'heure où cette contre-offensive militaire terrestre semble démarrer ? Oui, dans la mesure où on considère que la diplomatie, c'est continuer à parler, y compris, non pas de paix, mais de guerre. En temps de guerre, on parle parfois technique, on parle parfois usage ou pas de certaines armes, on parle ligne rouge, alors sur le plan strictement militaire, ça ne veut pas dire qu'on s'entend, mais on discute. Mais pratiquement toujours en temps de guerre aussi. Et nous avons un prisme déformant, très humaniste, très diplomatique, disons, au sens plus classique du terme. On considère que les diplomates ne sont là que pour faire ou pour maintenir la paix. Oui, mais il y a aussi une diplomatie de guerre. Et quelque part, heureusement, parce qu'au sein même des conflits, tout n'est pas totalement aboli et les uns et les autres continuent à se dissuader. Et c'est le cas en ce moment pour vous. Et c'est le cas en ce moment, notamment, à mon avis, sur la question nucléaire. Je pense que si Vladimir Poutine a fait à 5 reprises le matamor en parlant de risque d'apocalypse, il n'a pas évoqué la bombe, mais il a parlé de risque d'apocalypse. On comprend bien ce que ça signifie. Sans jamais déclencher la moindre fois la préalerte nucléaire, c'est notamment dans le cadre d'une négociation, oui, avec les Occidentaux. Et je pense qu'il a tenté d'une manière ou d'une autre de nous dire qu'il évoquait cette menace, mais sans l'enclencher. Parce que de toute façon, à la fin des fins, je le dis d'un mot, si, à Dieu ne plaise, il devait enclencher cela, non seulement il perdrait définitivement la Chine, mais de toute façon, il perdrait la bataille de façon générale contre l'OTAN. Vous n'y croyez pas une seconde ? Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas à l'usage du non conventionnel et certainement pas du nucléaire par la Russie. Vladimir Poutine est un homme d'État très autoritaire, il l'est de plus en plus, à certains égards paranoïaque, il est extrêmement brutal et idéologue. Mais ce n'est pas un apocalyptique, je veux dire par là que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à se suicider. Contrairement à un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Il n'y a pas eu beaucoup, heureusement, dans l'histoire. Malheureusement, il y a eu la fin du Troisième Reich, le Hutu Power au Rwanda en 1994, et peut-être même Daesh, l'État islamique, qui est un État sans l'être tout en l'étant. Mais il y a très très peu d'États et de régimes politiques, et notamment pas celui au pouvoir à Moscou aujourd'hui, qui sont de nature suicidaire. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, compte tenu de tous les éléments qu'on a, démarrer la grande contre-offensive tant annoncée? Oui, la grande contre-offensive tant annoncée, oui, mais pas façon 22 juin 41. Je veux dire par là que ce n'est pas une gigantesque, ou façon 5 juin 67 au Proche-Orient. Je veux dire par là, pour vos téléspectateurs qui ne sont pas férus d'histoire militaire, qu'on n'assiste pas au démarrage concomitant de milliers de blindés, dont ne disposent de toute façon pas les Ukrainiens. Quelques dizaines. Quelques dizaines. Oui. Quelques dizaines, visiblement. Oui. Images ukrainiennes, images russes, mais oui. Pas quelques milliers. Non, et puis sur des espaces relativement vastes quand même. Donc pour l'instant, c'est assez modeste comme force pénétrante. Mais effectivement, on a affaire, depuis sans doute déjà plusieurs semaines d'ailleurs, à des micro-pénétrations de front, à des micro-bousculades entre guillemets de front, qui aujourd'hui qui montent en puissance et qui constituent manifestement la contre-offensive attendue. Bon, et pour vous, c'est un jour donc très important dans ce conflit ? C'est une période, pas un jour, c'est une période très importante dans le conflit. Attention, toujours je dis une phrase, toujours les temps longs, toujours revenir en arrière pour contextualiser une situation. Je me permets de rappeler, mais vous le savez, qu'en septembre dernier, il y avait déjà eu une contre-offensive victorieuse de l'Ukraine. Donc c'est important, mais c'est pas sans précédent. À Kherson et à Kharkiv, on l'avait largement commenté ici. Bien, un dernier mot à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on va observer plus particulièrement dans les jours et les heures qui viennent, Dominique? Je le disais tout à l'heure, il faut attendre 48 heures pour voir
quand je dis 48 heures, c'est peut-être 72, voir quel est l'endroit où il ça peut perce. y avoir une percée, parce qu'effectivement, le front est très large, mais les forces de percée, je le rappelle, elles doivent être concentrées. Donc le front, c'est pas sur 800 km qu'on attaque, c'est sur 3 axes. Et si on va percer, c'est sur un axe avec 20 km de front, peut-être, pas beaucoup plus. Et c'est là qu'on doit casser. Puisque je rappelle, stratégiquement, le but étant de casser l'armée russe, il faut faire quoi ? Il faut la casser à un endroit de sa défense pour arriver à être derrière la défense russe. Vous imaginez les 3 lignes de défense qui se font déborder. On parlait tout à l'heure de la panique qui pouvait s'emparer de l'armée russe. C'est l'effet final recherché, d'une certaine façon, ce qui amènera la conquête du territoire, et non pas l'inverse. Rime, qu'est-ce que vous observerez les prochains jours ? C'est l'utilisation par les Ukrainiens maintenant dans un corps de bataille, toutes les armes qui sont des armes sophistiquées qu'on leur a données, que l'Occident leur a données, et toutes les formations qu'ils ont eues au cours des derniers mois. Parce qu'en fait, c'était précisément pour ce moment et cette période d'ailleurs. Donc ça, on va voir si ça va faire une énorme différence, si ça va vraiment les aider et leur donner un avantage qu'ils vont pouvoir exploiter ou pas. Jean-Claude ? L'Ukraine nous a montré qu'elle savait surprendre, qu'elle pouvait gagner face à la Russie qui était plus forte, plus armée en nombre, que son véritable atout, c'était capacité à surprendre et la tactique. On a vu aujourd'hui qu'un certain nombre de conseillers de l'OTAN, en tout cas les armes, plus les conseillers, l'aidaient, et c'est là son plus gros atout, et nous verrons probablement dans les jours qui viennent quelle est sa capacité à non seulement résister, mais éventuellement combattre l'ennemi. Antoine Archakovsky ? Moi, je voudrais dire que ce à quoi on va assister, c'est une montée en puissance jusqu'au 11 juillet, qui est la date du sommet de l'OTAN à Vilnius. Les Ukrainiens ont intérêt à montrer qu'ils sont puissants, qu'ils vont avoir des succès, de telle façon à ce que ce sommet puisse leur donner des gages, des garanties de sécurité, ce qu'ils attendent avec impatience. Et c'est là que la diplomatie va jouer un rôle important. Et je pense que c'est important de parler de diplomatie aujourd'hui, parce que, en gros, la diplomatie occidentale ces dernières années a déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine, c'est un peu ce qui a été dit. Est-ce que on peut pas aujourd'hui prendre conscience de ça et passer d'une diplomatie pragmatique, multivectorielle, comme on le disait, à une diplomatie... Il y a eu un colloque la semaine dernière à Paris, à l'École normale, néo-idéaliste, et nous, au Bernardin, on dit, on va l'annoncer le 17 juin lors de notre rencontre, une diplomatie néo-réaliste. Ça veut dire une diplomatie qui ne sépare pas les intérêts des nations des principes éthiques constitutifs des nations. Sur le papier, tout le monde applaudirait. Oui, mais tout le monde dit oui, mais on se rend compte que c'est ce qui marche à long terme. Ça veut dire la Convention européenne des droits de l'homme, c'est ce qui a permis la paix en Europe. Non, mais toute la difficulté, la charte c'est de des Nations concilier Unies. les deux. Et toute la difficulté étant de concilier les deux. Oui, mais jusqu'à présent, on mettait ça de côté en disant la diplomatie, c'est pas pour les jeunes filles, c'est un rapport de force. Il faut d'abord défendre des intérêts nationaux. Aujourd'hui, la diplomatie comprend que sur le long terme, et pas à court terme. Ce qui est important, c'est de coller aux principes éthiques, et je pense que c'est une leçon, en tout cas, que le monde anglo-saxon nous apporte aujourd'hui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus avec Frédéric Ancel. Le dernier mot à vous, Frédéric. Nos valeurs procèdent aussi de nos intérêts. Donc on doit aussi défendre les valeurs démocratiques. Bon, et vous, s'il y a un élément que vous observerez plus particulièrement ces prochains jours, sur cette contre-offensive, c'est bien évidemment la capacité de pénétration militaire des Ukrainiens d'une part, et d'autre part, la réaction de la Chine. On l'a bien dit tout à l'heure, ça a été remarquablement résumé. Les Chinois ne se lient pas les mains avec donc des alliés réels ou prétendus, et sûrement pas avec des losers. La Chine ne suivra pas une armée russe qui perdra très clairement la guerre sur le terrain. Merci Frédéric Ancel. Je rappelle votre livre Petite leçon de diplomatie aux éditions Autrement. Merci d'avoir été avec nous. Merci Rim.